Merci Olivier Cadic de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous représentez les Français établis hors de France. Vous êtes membre du groupe Union Centriste, vice-président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. On va évidemment longuement parler du conflit entre Israël et le Hamas. Mais d'abord, un mot sur ce qui était aussi l'actualité d'hier et ces annonces du gouvernement d'Elisabeth Borne et de plusieurs de ses ministres après les émeutes qui ont touché le pays au début de l'été. Elisabeth Borne qui a affiché sa fermeté avec plusieurs mesures, notamment contre les jeunes délinquants, des sanctions pénales plus sévères et une responsabilisation des parents. Ce sont les bonnes réponses? Ce sont les réponses pour quand c'est trop tard. Vous savez, il y a la sensation qu'on perd la notion de respect en France à tous les niveaux. Et donc, quand on est enfant, par exemple en Angleterre, là où je vis, ma fille me disait une fois, il y a une fille qui est rentrée qui avait mis un chewing-gum sur la table. Et donc, elle a été sanctionnée et ce qu'elle a dû faire, c'est retirer chaque fois qu'il y avait des chewing-gums dans l'école, c'était elle qui allait les retirer. Je peux vous dire qu'au bout de quelques mois, quand elle voyait une élève rentrer en mâchouillant un chewing-gum, elle s'en occupait. Donc, ça part de là. Et donc, effectivement, il faut une graduation. Quand j'étais enfant, moi, on me parlait des maisons de correction. Si jamais je commettais l'irréparable, donc on allait en maison de correction. Donc il y a ça, cet enchaînement à retrouver en fait. Donc là, c'est le signal qu'envoie la Première ministre, plus de fermeté. Pour vous, c'est bien, mais trop tard. Oui, mais en fait, il faut une graduation. Il faut qu'on comprenne bien qu'il ne faut pas s'occuper que de la fin. Il faut pas s'occuper que de quand c'est trop tard. Donc c'est un peu ça, c'est voir déjà à la racine comment on peut faire évoluer les choses, mais faire revenir plus de respect. On va parler du conflit entre Israël et le Hamas. On parle du Conseil européen dans quelques secondes. Mais d'abord, on l'a vu, ce nouveau bilan du Quai d'Orsay qui a été donné hier. 35 Français qui ont été tués, 9 qui sont toujours portés disparus, dont certains qui sont otages. Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que vous avez plus d'informations sur le sort des Français? Non, nous sommes évidemment comme tout le monde. Nous savons que le gouvernement fait le maximum, que c'est sa priorité, donc la libération des otages. Je crois que c'est important, c'est de dire aux familles que tout est entrepris auprès de toutes les personnes et puis les gouvernements qui sont en capacité de parler au Hamas pour essayer de leur faire, non pas rendre raison, mais c'est insupportable cette Qui sont lesquels? Avec qui parle la France aujourd'hui? Ça, c'est au niveau de l'exécutif, c'est au niveau de la diplomatie. Donc, je pense que tout le monde le sait. Et donc, avec le Qatar, on imagine. Évidemment, le Qatar, qui a quand même été assez performant dans le domaine. Il faut discuter avec le Qatar. On n'a pas le choix. Il n'y a pas d'autre solution. Et bien sûr, c'est nécessaire. Si le Qatar peut réussir à, je dirais, tous ceux qui peuvent concourir à la libération des otages doivent être sollicités. On va parler de ce qui s'est passé hier à Bruxelles, où les 27 dirigeants européens étaient réunis, au cours duquel il a évidemment longuement été question de ce conflit entre Israël et le Hamas. Samia Dechir nous rejoint pour en parler. Bonjour Samia. Bonjour Oriane, bonjour Yekadi. Bonjour. Et Samia, le Conseil européen est donc réuni depuis hier. L'objectif, c'est d'arrêter une position commune sur le conflit en cours. Oui, Oriane, et ils ont finalement réussi par en trouver une de position commune après 5 heures de discussion. L'Union européenne appelle à la mise en place de couloirs humanitaires et de pauses dans le conflit pour pouvoir répondre aux populations civiles de Gaza. Elle demande un accès humanitaire continu, rapide et sécurisé pour aider ceux qui en ont besoin par tous les moyens nécessaires. Ceux qui en ont besoin, ce sont donc les civils de l'enclave palestinienne qui, je rappelle, est toujours sous blocus quasi total depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre sur Israël. Plus rien n'entre dans Gaza à part quelques camions, plus d'eau, plus de nourriture et surtout plus de carburant pour alimenter en électricité les hôpitaux qui font face à un afflux très important de blessés. 10 d'entre eux seraient déjà à l'arrêt. On écoute tout de suite un extrait de la déclaration du président du Conseil européen. Voyons bien la détérioration sérieuse de la situation humanitaire et l'importance de développer l'ensemble des mesures possibles pour garantir l'accès aux équipements et à l'ensemble de l'aide dans le secteur humanitaire, nourriture, eau, électricité, médicaments. Nous devons être extrêmement engagés, y compris avec des corridors humanitaires, y compris avec des pauses humanitaires pour permettre à l'aide
l'aide d'arriver. Voilà pour ce qui concerne la question humanitaire, mais l'Union européenne a aussi réaffirmé le droit d'Israël à se défendre conformément au droit humanitaire et international, et elle appelle de nouveau le Hamas à libérer tous les otages. Alors chaque mot a été pesé avant d'arriver à une déclaration commune après 2 semaines d'hésitation, puisqu'on le sait, ce conflit israélo-palestinien, il divise fortement les États européens entre d'une part les partisans d'un soutien ferme à Israël, comme par exemple l'Autriche, et puis ceux qui réclament au contraire un cessez-le-feu, comme l'Espagne. Alors cette position à laquelle sont arrivés les 27 hier, elle se veut équilibrée entre le soutien à Israël d'une part et la solidarité envers Gaza d'autre part. Est-ce que pour vous, finalement, ce n'est pas un peu la ligne française qui s'est imposée hier à Bruxelles, celle d'une position qui se veut modérée entre ces deux camps ? Nous sommes obligés de faire preuve de modération aujourd'hui. Vous disiez, il y a eu des discussions sur les mots, même sur les lettres, puisque pour rappel à des pauses, il y avait quelqu'un qui voulait un pays qui voulait une pause, d'autres des pauses. Donc on voit bien que chaque mot effectivement a un sens, ça traduit une approche, une perception aussi de la situation. Pour nous, les Palestiniens à Gaza sont pris en otage par le Hamas, qui lance des actions militaires au sein, depuis le civil, et qui exploite aussi les blessés, les morts, pour dire regardez ce que font les Israéliens. En fait, c'est une population civile qui est prise en otage par un mouvement terroriste et donc c'est toute la difficulté de l'exercice pour les Israéliens. Et pour nous, l'Union européenne, c'est une force de paix. Donc c'est une force c'est une vision humaniste. Et donc effectivement, ce qu'on voit, ce sont des civils qui sont dans la détresse, qu'il faut soigner, tout ça. Et donc effectivement, faut pouvoir accompagner cette population qui souffre. Il n'y a pas eu de consensus hier pour un appel à un cessez-le-feu et donc à cesser les bombardements sur cette enclave. Est-ce que c'est suffisant à vos yeux d'appeler à des pauses dans le conflit, à des pauses humanitaires ? Vous avez un territoire avec une population qui est prise en otage par une structure qui souhaite l'élimination d'Israël et des Juifs du territoire donc de la zone en Palestine. Et donc ils sont confrontés vraiment à... Imaginez que nous, il y ait des terroristes qui viennent ici et qui souhaitent que tous les Français sortent de France, sortent du territoire. Donc le fait qu'Israël ait un droit à se défendre paraît essentiel. La problématique, c'est que vous avez un mouvement terroriste au milieu d'une population civile. Et donc c'est là... Non, mais il doit aller jusqu'où ce droit à se défendre? Parce que c'est là aussi que... C'est ça la question qui se pose, c'est jusqu'où doit aller Israël. Emmanuel Macron, quand il a fait sa tournée, il a dit qu'une opération terrestre massive serait une erreur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou est-ce que vous comprendriez qu'Israël lance une opération terrestre massive? Je reviens à quel est l'objectif de faire cela, une opération terrestre massive, et après, que se passera-t-il? Que se passera-t-il avec Gaza si nous n'avons plus qu'un territoire sans direction, si c'est devenu un vaste champ, un bidonville? Qu'est-ce qui se passera après pour Gaza? C'est peut-être cette question à laquelle il faut répondre. Parce que à quoi ça sert d'aller dévaster tout un territoire, faire des milliers de victimes, si on n'a pas la réponse pour le après? C'est ça qui est fondamental aujourd'hui. Donc il ne faut pas la lancer. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut, c'est ce qu'a voulu faire Emmanuel Macron, c'est d'abord de faire en sorte qu'il y ait une réponse collective face au terrorisme, pour pouvoir justement ensemble ne pas laisser Israël seul. Ce qu'il a voulu faire avec sa coalition anti-Hamas. C'était une proposition effectivement. C'est une bonne idée pour vous? Comprendre, oui, parce que ça fait comprendre que le Hamas est une organisation terroriste et qu'il faut le traiter comme tel. Et pour les populations, il ne faut pas qu'elles en souffrent. Enfin, qu'elles en souffrent le moins possible, mais comprendre que la population palestinienne est prise en otage par le Hamas aujourd'hui. C'est ça la réalité. Et Emmanuel Macron, pour vous, il a réussi sa tournée en Israël, en Cisjordanie, en Jordanie, en Égypte. Il a fait ce qu'il fallait faire? Je crois qu'il a fait entendre une voix de la France, indépendante. Qui porte encore aujourd'hui la voix de la France? La voix de la France porte, puisque tout le monde en parle. Après, évidemment, on peut gêner les grandes puissances quand vous avez une voix indépendante
et que vous n'êtes pas forcément dans la ligne d'un tel ou d'un tel. Rappelez-vous, en 2003, quand la France s'est opposée à la guerre en Irak, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? La France, encore aujourd'hui, quand elle propose de nouvelles initiatives, ça oblige un petit peu à faire réfléchir. Et je crois que ne pas laisser Israël seul, mais que la communauté internationale essaye de trouver les moyens, comprenne que ce qui est en jeu pour les Israéliens, c'est quand même leur droit à exister. Il est nié. Hier, je donnais une interview sur une télé au Moyen-Orient. Ce droit à exister était nié aux Israéliens. Il faut voir en fait à quoi ils sont confrontés. Donc c'est un combat pour leur survie. Donc ils ont droit à cet État, il est défini, l'État d'Israël. Le Hamas ne les reconnaît pas. Et donc c'est un vrai enjeu. Et mais est-ce que la solution à deux États qui est prônée Emmanuel Macron, puisque c'est la position de la France d'une solution à deux États, est-ce qu'en l'état actuel des choses, elle est possible? Il faut la construire. Mais c'est le moment? Mais évidemment, puisque c'est l'objectif que l'on veut atteindre. Quel objectif voulons-nous atteindre aujourd'hui? Si c'est faire de Gaza un champ de ruines, et après, le problème restera entier. C'est ce que j'ai dit, il y a trois possibilités. Soit on arrive à dégager, il y a une possibilité, c'est de faire en sorte que, par exemple, les Palestiniens partent de Gaza, donc ils partiraient comme réfugiés en Égypte ou en Jordanie. Est-ce que les pays, évidemment, ne l'accepteront pas? Demander est-ce que le Hamas parte dans un autre État Mais vous la construisez avec qui aujourd'hui? Est-ce que les dirigeants actuels, si bien du côté palestinien qu'israélien, sont aujourd'hui des interlocuteurs crédibles? Il faut faire avec les gens qu'on a qui sont en face de nous, mais pour l'État palestinien, il faut qu'il puisse se construire, il faut qu'il puisse élire ses dirigeants, et ça doit faire partie du plan. Il faut aussi que les Israéliens arrêtent ce plan de colonisation avec l'extrême droite qui a mis en place cette politique qui est une politique extrémiste, qui presque le Hamas à l'envers. Donc cette addition de haine, une addition de haine. Pour vous, le gouvernement de Benyamin Netanyahou, avant ce conflit, puisque maintenant c'est un gouvernement multinational, mais avant le conflit, c'était le Hamas à l'envers? L'extrême droite prônait, il y a des partisans d'extrême droite qui prônaient une politique, qui prône d'ailleurs toujours une politique qui voudrait créer le grand Israël, éliminer la présence de tous les Palestiniens. C'est insupportable, cette approche. De la même manière que l'approche de Hamas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Benyamin Netanyahou, il n'est pas décrédibilisé avec ce qui s'est passé le 7 octobre? Est-ce qu'il a encore une légitimité politique? Lui-même dit qu'il va devoir rendre des comptes. Bien sûr, mais toutes les droites qui s'allient à l'extrême droite font des choses qui finalement démontrent que c'est un désastre. Alors, parmi les propositions qui ont émergé du Conseil européen, il y a notamment justement une conférence internationale pour la paix qui devrait se tenir dans les 6 mois. Est-ce que vraiment vous pensez que ça peut permettre de renouer le dialogue, sachant que les tentatives existent déjà, elles sont déjà multiples et on n'y arrive pas? Est-ce que cette conférence internationale pour la paix peut faire sortir quelque chose? Alors si le fait de se rencontrer, de discuter, d'échanger, forcément les gens n'ont pas le même point de vue. On parle de situations entre certains qui ont des positions extrêmes. Donc si on retire les extrêmes, si on est avec des gens de bonne volonté pour construire une solution qui permette de vivre dans la paix et dans le respect de chacun, oui, c'est nécessaire, on ne peut que passer par là. Ça commence par s'arrêter, discuter, échanger. Les points de vue sont différents, il faut apprendre à écouter l'autre. Ça nous renvoie au début de l'émission où on parlait de respect. Mais est-ce qu'on n'en est pas là aujourd'hui parce que la communauté internationale, ces dernières années, elle a un peu renoncé à chercher une solution? Mais nous l'avions dit dans un rapport du Sénat qui a été publié au mois de décembre. Et comme je l'ai rappelé à la tribune mardi, nous avons eu moult articles qui expliquaient depuis le début de l'année ce qui allait se passer, que l'irréparable allait arriver. Donc pour vous, ce n'était pas une surprise ce qui s'est passé le 7 octobre? C'est ce que j'ai expliqué à la tribune. Tout le monde le voyait venir et avait dit qu'on allait aller vers une explosion. Et nous y sommes aujourd'hui. Et donc, il y a un moment... Mais il y avait d'autres choix. Qui pouvait mener ce dialogue? Est-ce qu'il y avait un leader international qui pouvait œuvrer pour que ce dialogue se fasse et pour que ce dialogue aboutisse? Mais je crois que
on le voit dans le rapport, c'est-à-dire que les gens ont essayé de contourner, essayer de faire en sorte que cette situation, cette solution à 2 États, beaucoup n'y croyaient plus, ne voulaient plus en parler. Ceci étant, on poussait les Palestiniens au désespoir, une jeunesse palestinienne au désespoir. Et donc on ne répond pas à la problématique des gens qui sont concernés. Et c'est ça, on y revient donc. On n'est pas allé jusqu'au bout. Il y a un processus qui était accepté, il y avait Oslo. Effectivement, Yitzhak Rabin a été assassiné par un militant d'extrême droite qui, quelque part, a fait réussir la politique d'extrême droite, puisqu'il a finalement empêché cette création d'un 2e État, d'un État palestinien. Donc il faut arriver à ce résultat. Et si on ne se pose pas la question avant d'agir sur l'objectif ultime, alors on va vers l'inconnu. Et je ne crois pas, effectivement, je ne crois pas qu'on arrivera à une bonne solution. Samia, hier à Bruxelles, il a été question d'une autre guerre, celle de l'Ukraine. Oui, l'Ukraine qui s'inquiète de voir passer la guerre qu'elle mène contre la Russie au second plan. D'ailleurs, hier, le nouveau Premier ministre slovaque Robert Fico a annoncé que son pays cesserait de fournir des armes à l'Ukraine. Donc hier, les 27 ont voulu rassurer Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé aux dirigeants européens par vidéoconférence. Et à l'issue de cet échange, l'Union a assuré qu'elle continuerait, je cite, de soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. C'est une déclaration très courte, en fait encore assez vague pour le moment. Mais on aura peut-être davantage de détails aujourd'hui puisque le Conseil européen, il se poursuit ce vendredi. Les dirigeants vont continuer à discuter et sans doute affiner leur position tant sur l'Ukraine que sur le conflit entre Israël et le Hamas. Ouais, Olivier Cadic, elle est légitime, cette inquiétude de certains de voir passer le conflit, la guerre en Ukraine au second plan? Ben, effectivement, quand vous voyez que tout d'un coup, la guerre en Ukraine qui était au quotidien sur nos écrans de télévision commence à être reléguée en deuxième partie ou que parfois même plus mentionnée puisque l'actualité est très, très importante avec ce qui se passe donc, en Israël. C'était le risque, je l'avais dit d'ailleurs en début d'année, d'une escalade. C'était un scénario possible. Il y en a d'autres, malheureusement. Il y a d'autres foyers de tension dont on ne parle pas en ce moment, qui sont dans la mer de Chine méridionale, où la Chine commet des actes maintenant de, militaires, même vis-à-vis d'un avion canadien, vis-à-vis des bateaux philippins. Donc on sent la tension aussi monter très fortement. Mais est-ce que ce qui se passe en Israël, ça profite à la Russie, selon vous? La Russie jubile, oui, effectivement, de cette situation, effectivement. Donc ça affaiblit l'Ukraine dans sa guerre? Ça n'affaiblit pas l'Ukraine. La Russie peut essayer de faire un parallèle. Et donc, c'est en ce sens-là que ça les renforce quelque part. Mais en tout état de cause, les Ukrainiens se battent. Je suis convaincu qu'ils vont gagner cette guerre et ils vont libérer leur territoire. Merci Samia. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On va parler de la loi immigration avec vous. On reviendra sur le feuilleton politique de la semaine. Exactement, ce sera à suivre. On va voir l'actualité dans nos régions avec la presse régionale. On va à Guéret, dans la Creuse. On retrouve Éric Donzé. Bonjour Éric, merci beaucoup d'être avec nous, directeur éditorial du journal La Montagne dans la Creuse. Tout autre sujet dont on va parler avec vous, mais c'est un sujet dont il a été beaucoup question au Sénat cette semaine, c'est la question des déserts médicaux. Vous vouliez nous parler d'une initiative unique en France. Oui, c'est une expérimentation qui s'appelle les médecins solidaires. Ça a été lancé par le docteur Martial Jardel et une association qui est fait parler d'elle à travers le pays qui s'appelle Bouge ton coq. Et aujourd'hui, on la retrouve sur les déserts médicaux, mais elle a travaillé aussi, par exemple, sur le réveil des commerces ou des bistrots dans la ruralité. L'idée, elle est toute simple. Agen, c'est une petite commune à côté de Guéret qui n'avait plus de médecins depuis des mois, en vérité. Ils ont lancé un appel à l'aide. Le maire a lancé cet appel à l'aide. Le docteur Martial Jardel a répondu. Son idée, elle est vraiment toute bête, c'est de mobiliser des médecins à travers toute la France pour qu'ils viennent faire des vacations de quelques jours, de quelques semaines à Agen. Et c'est ainsi que cette petite commune qui n'avait plus de médecins s'est retrouvée avec 50 médecins qui ont assuré une permanence, qui a permis à 1200 patients de retrouver un médecin traitant. Et l'urgence est toujours là, car autour des médecins partent à la retraite, des médecins creusois, et 4 à 5 000 patients vont se retrouver sans généraliste. Donc l'expérimentation doit se poursuivre. D'ailleurs,
Elle s'est développée. Un second village qui s'appelle Bellegarde-en-Marche en Creuse a été équipé de ce même centre de santé avec des médecins solidaires. Aujourd'hui, ils sont 200 à travers toute la France à venir en Creuse pour assurer des consultations. C'est une expérimentation qui est suivie par le ministère de la Santé par le biais de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux, qui intéresse beaucoup et qui pourrait être généralisé. Ainsi, le docteur Jardel nous explique que si 10% des médecins généralistes français décidaient de se faire médecins solidaires, c'est-à-dire 7000 médecins, ils pourraient ouvrir 150 centres de médecins solidaires à travers le pays. Donc, ce serait une vraie solution innovante. Éric, vous avez une question pour Olivier Cadic. Oui, Olivier Cadic, vous êtes sénateur des Français de l'étranger. Alors, est-ce que le désert médical, c'est un mal français ou est-ce que c'est un problème global? Et est-ce que vous avez vu à l'étranger des solutions qui pourraient intéresser notre pays et notre Creuse? Écoutez, en tout cas, je salue cette initiative et qui démontre bien le caractère de fraternité républicain, donc de s'allier pour trouver des solutions. C'est très encourageant, je vais vous dire, de voir cette approche quand les gens réfléchissent comme ça. Moi, ce que je connais effectivement, c'est du Royaume-Uni, de là où je vis, c'est un système médical, une organisation très différente où les médecins généralistes sont salariés. Et effectivement, travaille comme ça en pool. Donc on a un médecin référent, on ne paye pas notre médecin quand on va voir le généraliste puisqu'il est salarié. Donc le système est différent, mais effectivement, on voit bien qu'il y a ces regroupements de médecins ensemble. Et même si vous avez votre généraliste, il n'est pas là, vous allez avoir un autre généraliste du cabinet qui va s'occuper de vous. Donc moi, je vis à la campagne en Angleterre, donc c'est quelque chose que je connais. Il faudrait s'en inspirer en France de ces médecins salariés. Il y a certaines collectivités qui salarient des médecins. Mais effectivement, parfois, c'est pour les fidéliser et puis aussi pour donner un cadre au travail avec des horaires de travail limités, puisque sinon, il y en a certains qui travaillent ces jours et nuits. Les médecins de campagne de notre jeunesse étaient là en permanence, prêts à intervenir, prendre la voiture dès qu'il y avait quelqu'un qui avait une difficulté. Donc sinon, vous avez le développement médical de chaque pays, du système de soins. Et je peux vous dire que la France fait partie quand même des pays les mieux dotés. Et j'aimerais que souvent on dise plutôt du bien du système dont nous bénéficions plutôt que de tout le temps le critiquer, parce que dès qu'on on sort, moi encore une fois je voyage beaucoup, il y a des endroits, je visite des hôpitaux et je me dis je préférerais ne pas me réveiller là s'il m'arrivait un problème, parce que effectivement on voit bien que sanitaire, les gens font comme ils peuvent avec les moyens dont ils disposent, mais en France nous avons un des meilleurs systèmes de santé, ça c'est sûr. Éric Donzé, c'est bon, vous avez votre réponse? Exactement, j'ai une réponse qui est intéressante, même si le salariat existe aussi en France et qu'il a aussi ses problèmes de recrutement. Merci Éric. On regarde la une de La Montagne. Médecin solidaire, la recette fonctionne et vous nous l'avez montré ce matin. Merci Éric Donzé d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On vous retrouve évidemment très vite dans cette émission. Merci Olivier Cadic. Merci d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure. On continuera évidemment à suivre ce conflit entre Israël et le Hamas et à en parler dans cette émission. Et on suivra ce qui se passe au Sénat là-dessus. Merci d'avoir été notre invité.